Pendant des décennies, Charlotte Rampling a fasciné le public du monde entier, admirée de loin pour cette beauté froide, cette tenue presque aristocratique et cette force muette qui irradiait à travers l'écran. On la regardait, on l'admirait, on la désirait parfois, mais on ne la comprenait pas vraiment. Derrière ce masque de maîtrise parfaite se dissimulait une existence entièrement modelée par le silence, par des pertes irrémédiables et par des choix faits beaucoup trop jeunes, à un âge où personne ne devrait avoir apporté un tel poids. Le monde entier l'a vue se transformer en icône du cinéma européen, en figure énigmatique et intouchable. Mais pendant ce temps, Charlotte apprenait à cohabiter avec une blessure qui ne s'est jamais refermée, une plaie ouverte en permanence. Cette histoire n'est absolument pas celle d'une carrière qui s'essouffle ou d'une star oubliée. C'est le portrait d'une femme qui a choisi, consciemment, de marcher côte à côte avec le deuil plutôt que de le fuir, de le contourner ou de le nier. Elle n'a jamais détourné le regard. Dès l'enfance, tout était déjà en place pour façonner cette distance intérieure. Charlotte Rampling n'a pas grandi enveloppée dans la chaleur protectrice des adultes. Très tôt, elle a perçu que l'univers émotionnel de ses parents était verrouillé, presque impénétrable. Elle a dit elle-même des années plus tard, elle n'a jamais vraiment su comment s'approcher d'eux. Pas parce qu'il la repoussait violemment, mais parce qu'il semblait vivre dans un monde parallèle, inaccessible, fermé à double tour. Au lieu de réclamer des explications, des câlins ou simplement de l'attention, la petite Charlotte a développé un réflexe qui ne l'a plus jamais quitté. Se retirer, observer, se taire. Regarder est devenu sa façon d'exister. Le silence est devenu son armure la plus solide. Sa mère, Anne Gurtine ou Anne Isabelle, selon les sources, était une peintre talentueuse, héritière d'une famille aisée dans le textile. Elle avait vécu une jeunesse étincelante, entourée d'admirateurs, portée par une légèreté presque insouciante, comme une héroïne sortie d'un roman de l'entre-deux-guerres. Aux yeux de Charlotte, elle incarnait cette beauté distante, cette élégance qui flotte au-dessus des contingences quotidiennes. Mais cette même légèreté créait un vide abyssal. Anne ne s'ancrait pas, elle se laissait porter par les courants de la vie, sans jamais offrir une stabilité émotionnelle durable. Son père, Godfrey Rampling, représentait exactement l'opposé. Discipliné jusqu'à l'excès, réservé, brisé de l'intérieur par un passé qui n'évoquait presque jamais. Son propre père était mort à la guerre de 14 à 18. Sa mère s'était remariée très vite, et le beau-père avait refusé d'élever les enfants du premier lit. À 7 ans, Godfrey fut expédié chez une grand-mère austère, puis placé en internat. Cette rupture fut totale, définitive. L'amour, pour lui, resta toujours une idée vague, jamais vraiment ressentie ni transmise. Plus tard, il devint un athlète olympique exceptionnel. Médaille d'or au relais 4x400 m aux Jeux de Berlin en 1936, sous le régime nazi, dans un stade saturé de propagande. Mais cette gloire n'apaisa rien en lui. Après la guerre, ruiné, désillusionné, il découvrit même que sa médaille portait en elle les stigmates d'une époque monstrueuse. Ces contradictions ont forgé un homme accompli en surface, mais verrouillé au plus profond de son être. L'enfance de Charlotte fut rythmée par des déménagements incessants à cause des affectations militaires de son père. Entre l'Angleterre, le pays de Galles et la France, elle changea cette fois de domicile en 13 ans. Chaque nouvelle ville signifiait de nouveaux visages, de nouvelles écoles, des amitiés fragiles condamnées à s'éteindre rapidement. Elle comprit très jeune que les liens humains avaient une durée limitée. S'attacher devenait risqué. La seule constante fut sa sœur aînée, Sarah. Sarah était fragile, d'une beauté presque surnaturelle, marquée par une opération dans l'enfance qui la rendit physiquement vulnérable. Elle monopolisa l'attention anxieuse de leur mère. Charlotte, reléguée dans l'ombre, ressentit une forme de négligence silencieuse, un ressentiment qu'elle n'exprima jamais à voix haute. Pourtant, Sarah restait son seul refuge, la seule personne qui partageait vraiment ce monde instable et mouvant. Au fil des ans, Charlotte intégra une vérité cruelle. L'attachement expose au chagrin. Elle ne se révolta pas contre cela. Elle s'adapta. À l'adolescence, elle était déjà émotionnellement bien plus mûre que son âge, prudente, observatrice et profondément solitaire. Ce socle invisible allait influencer chaque décision importante de sa vie, même quand le succès sembla enfin tout illuminer. Quand tout semblait enfin s'accélérer, au cœur des années 1960, la vie de Charlotte Rampling filait à une vitesse étourdissante. À peine sortie de l'adolescence, elle fut repérée dans les rues animées de Londres pour son tout premier rôle au cinéma. La capitale britannique vibrait alors d'une énergie explosive. Le swinging London, la musique pop qui explosait partout, la mode, la jeunesse qui se sentait soudain maîtresse du monde. Charlotte se glissa dans ce tourbillon avec une aisance déconcertante. Elle travaillait sans relâche, croisait des artistes, des photographes, des musiciens.
Elle décrira plus tard cette période comme un moment de pure légèreté, rapide, joyeux, presque irréel. Elle avançait sans vraiment réfléchir, portée par l'élan collectif. Son ascension fut si brutale qu'elle n'eut même pas le temps de se poser des questions existentielles. Elle se retrouva propulsée sur ce qu'elle nommera plus tard la fast track, une voie express où les choix conscients laissent place à l'inertie du succès. Le monde la considérait déjà comme un produit fini, une star en devenir, alors qu'elle était encore en train de se chercher, de se construire intérieurement. Le succès arriva bien avant la maturité émotionnelle. Et puis, sans le moindre signe avant-coureur, tout s'est brisé. Au tout début de l'année 1967, Charlotte, âgée de 20 ans, reçut la nouvelle qui allait détruire l'équilibre fragile qu'elle avait commencé à bâtir. Sa sœur Sarah, de 3 ans son aînée, celle qui avait été sa complice, son ancre dans l'enfance chaotique, était morte en Argentine. Sarah avait épousé un riche propriétaire terrien argentin et s'était installée très loin de sa famille. Elle venait de mettre au monde un petit garçon prématuré. La version officielle transmise à la famille fut brève et froide, une hémorragie cérébrale soudaine. Une tragédie terrible, mais présentée comme un accident médical inévitable, quelque chose de lointain, d'acceptable à distance. Charlotte dira plus tard que rien, absolument rien dans sa vie, ne survécut intact à cet instant précis. La légèreté s'évapora en une fraction de seconde. L'élan joyeux s'arrêta net. Ce qui était ouvert, ludique, devint soudain pesant, contraint, presque étouffant. Elle cessa d'avancer par simple impulsion. Elle cessa de se sentir jeune. Son monde, tel qu'elle l'avait connu jusqu'alors, s'effondra complètement. Mais la vérité était encore plus sombre et elle fut dissimulée avec soin, surtout à sa mère. Sarah ne s'était pas éteinte d'une hémorragie cérébrale. Elle s'était suicidée. Le père de Charlotte, Godfrey, prit la décision unilatérale de cacher ce fait à Anne, convaincu que la révélation pure et simple la détruirait psychologiquement. Charlotte, à seulement 20 ans, fut intégrée de force à ce pacte du silence. Une promesse scellée entre père et fille, un lien forgé dans le chagrin partagé mais aussi dans l'impossibilité de guérir ensemble. Pendant plus de 30 ans, cette famille vécut avec un mensonge protecteur qui, au lieu de préserver, empoisonna lentement les relations, les souvenirs, les silences. Charlotte se demandera bien des années plus tard si ce secret avait vraiment sauvé sa mère ou s'il n'avait fait que reporter un effondrement inéluctable. Peu de temps après, Anne fut victime d'un accident vasculaire cérébral massif. Elle perdit une grande partie de son autonomie, sa personnalité changea profondément. Le chagrin, refoulé, se manifesta alors de la manière la plus physique qui soit. Charlotte assista, impuissante, à la lente désintégration de sa mère, morceau par morceau. Godfrey, écrasé par la culpabilité et le sens du devoir, prit alors une décision radicale qui marqua à jamais la trajectoire de sa fille. Au lieu de la garder près de lui pour traverser cette épreuve en famille, il lui dit « Pars, vis, travaille, construis ta vie. Moi, je reste m'occuper de ta mère. » À cet instant, Charlotte apprit une leçon terrible. Parfois, survivre exige de se séparer, même de ce qu'on aime le plus au monde. Elle obéit, mais partir ne signifia jamais oublier. Elle emporta la mort de Sarah partout avec elle, dans chaque ville, chaque tournage, chaque rôle. Elle n'en parla jamais publiquement à l'époque. Elle n'affronta pas le deuil de front. Elle l'enfouit profondément et continua d'avancer, persuadée que s'arrêter serait fatal. Ce chagrin non résolu commença à infuser dans son article. Elle ne chercha plus les rôles légers ou charmants. Elle se tourna vers des personnages sombres, inconfortables, psychologiquement exposés. Elle ne voulait plus simplement divertir le public. Elle voulait exprimer, libérer quelque chose qu'elle ne parvenait pas encore à nommer. Quand elle quitta la Grande-Bretagne peu après, ce ne fut pas uniquement une question de carrière. Ce fut une forme de fuite nécessaire, un exil volontaire pour respirer. L'Italie devint son premier refuge véritable. C'est là qu'elle rencontra un metteur en scène capable de voir au-delà de la surface, de percer ce qu'elle cachait même à elle-même. Luciano Visconti la regarda droit dans les yeux et lui dit « Tout ce dont j'ai besoin pour ce rôle est déjà en toi. Tu n'as plus qu'à le laisser sortir. » Pour Charlotte, ces mots n'étaient pas une simple direction d'acteur. C'était une autorisation rare, la permission de laisser enfin le chagrin s'exprimer, sans filtre, sans explication. Quitter la Grande-Bretagne n'était pas, pour Charlotte Rampling, un simple calcul d'ambition professionnelle. C'était un geste de survie pure. Après la mort de Sarah, Londres lui semblait devenue irrespirable, trop bruyante, trop saturée de souvenirs d'une vie qui n'existait plus. Chaque rue, chaque fête, chaque éclat de rire lui rappelait ce qui avait été arraché.
L'Italie lui offrit exactement ce dont elle avait besoin, une distance géographique, mais surtout émotionnelle. Un pays où personne ne la connaissait vraiment, où elle pouvait disparaître un peu. C'est dans ce contexte qu'elle croisa la route de Luchino Visconti. Le grand maître italien ne la considéra jamais comme une jeune actrice à la mode du Swing in London, ni comme un joli visage à exploiter. Il vit autre chose. Il plongea son regard dans le sien et déclara que le personnage qu'il voulait filmer était déjà présent en elle, non pas appris, non pas construit par la technique, mais vécu dans sa chair. Charlotte avoua plus tard qu'elle comprenait à peine le scénario de Les damnés, ou plutôt le projet qui allait suivre, mais c'est avec Visconti que tout bascula intérieurement. Elle se sentait inadéquate, presque imposture. Pourtant Visconti insista avec une fermeté rare. Il exigea qu'elle se livre entièrement. Pour la première fois depuis la disparition de sa sœur, Charlotte s'autorisa à lâcher prise. Ce moment marqua un tournant décisif. Le jeu d'actrice cessa d'être une simple progression de carrière ou une quête de visibilité. Il devint un espace sacré, un réceptacle où la vulnérabilité pouvait enfin exister sans justification. Dans ses rôles, elle pouvait déposer des émotions qu'elle n'avait aucun mot pour exprimer dans la vraie vie. Le chagrin n'avait plus besoin d'être nommé. Il suffisait de le laisser être ressenti, incarné, projeté. À partir de cet instant, Charlotte fit un choix radical et conscient. Elle cessa de chercher à plaire. Alors que la plupart des actrices de sa génération couraient après des rôles sécurisants, séduisants, glamour, elle prit le chemin exactement inverse. Elle accepta et parfois rechercha des personnages qui dérangeaient, qui scandalisaient, qui mettaient le public et les critiques face à leurs propres limites morales. Ce n'étaient pas des provocations gratuites. C'était la traduction cinématographique d'un état intérieur qu'elle ne pouvait plus contenir. Au milieu des années 1970, elle entra de plein pied dans le scandale mondial avec Le portier de nuit de Liliana Cavani. Dans ce film, elle incarne Lucia, une survivante des camps de concentration qui retrouve, des années plus tard, son ancien bourreau SS et entame avec lui une relation sadomasochiste complexe et destructrice. Le film provoqua une onde de choc à travers l'Europe. Les critiques l'accusèrent d'apologie de la violence nazie, d'immoralité absolue. Plusieurs pays tentèrent de l'interdire purement et simplement. On prévint Charlotte que ce rôle risquait de ruiner sa carrière pour toujours. Elle le tourna quand même. Pas par goût du scandale, pas pour choquer, mais parce que le sujet résonnait violemment avec quelque chose de très profond en elle, l'obsession, la mémoire traumatique qui refuse de rester enterrée, le passé qui revient hanter le présent sous des formes tordues et incontrôlables. Elle ne cherchait aucune forme de rédemption morale dans ce rôle. Elle cherchait la vérité brute, même quand cette vérité était insoutenable à regarder. Ce schéma se répéta plusieurs fois dans sa filmographie. Dans Max, mon amour, de Nagisa Shima, elle joue une femme de la haute société qui entretient une relation sexuelle avec un chimpanzé. Le projet fut qualifié de grotesque, d'absurde, d'offensant par beaucoup. Charlotte, elle, y vit autre chose, une exploration sans concession des limites du désir, de la solitude, de l'aliénation totale. Elle ne cherchait pas à punir le spectateur. Elle se révélait, couche après couche, dans ce qu'elle avait de plus sombre et de plus humain. Au début de la trentaine, elle s'installa durablement en France, s'éloignant encore plus de l'industrie britannique qu'elle ne reconnaissait plus. Elle construisit une vie qui mêlait maternité. Elle eut 2 filles et travail intense, mais la stabilité émotionnelle restait une notion étrangère. Mariage, divorce, remariage, les relations amoureuses suivaient le même schéma que ces déménagements d'enfance provisoires, intenses, puis terminés. Sous la surface, le chagrin n'avait pas disparu. Il s'était simplement retiré dans l'ombre, attendant son moment. Dans la quarantaine, le prix différé de toutes ces années de refoulement se manifesta brutalement. Charlotte décrira plus tard cet épisode comme un effondrement survenu sans fracas, sans drame spectaculaire, sans avertissement clair. Elle ne s'écroula pas en pleurant devant tout le monde. Elle cessa simplement de fonctionner. La dépression s'installa comme un brouillard épais, une incapacité totale à faire face aux gestes les plus élémentaires de la vie quotidienne. Elle l'expliqua ainsi. Ce n'était pas de la tristesse ordinaire. C'était l'impossibilité même de devoir affronter le fait de devoir affronter. Le temps s'aplatit. Les jours se fondirent les uns dans les autres. Tout ralentit jusqu'à presque s'arrêter net. Pendant presque 10 ans, elle se retira presque entièrement de la vie publique. Elle tourna très peu, refusa la plupart des projets, ne fit confiance qu'à un cercle extrêmement restreint de personnes. Elle vécut ce qu'elle nomma plus tard une non-vie, une existence suspendue, où même respirer demandait un effort. Ses amis ne comprenaient pas toujours. Certains s'éloignèrent, mal à l'aise face à cette souffrance qu'ils ne pouvaient ni nommer ni soulager. Ses collègues du cinéma eurent peur de la contagion émotionnelle, peur de ne pas savoir quoi dire.
Le monde, lui, continua de tourner sans elle. Les festivals, les premières, les récompenses succédaient. Mais Charlotte n'y était plus. Elle était devenue invisible, volontairement. Cette période fut celle où le deuil non résolu de Sarah, combiné à toutes les pertes accumulées, la maladie de sa mère, les séparations familiales, les illusions perdues de sa jeunesse, refit surface sous forme de paralysie. Elle ne traversait pas le chagrin, elle le longeait depuis des décennies. Elle le transformait en rôle, en image, en silence éloquent à l'écran. Mais elle ne l'avait jamais regardé en face. Elle ne l'avait jamais laissé la traverser complètement. Et pourtant, même dans cette obscurité, quelque chose se préparait. Le cinéma, qui avait été son refuge puis son exutoire, allait bientôt devenir son lieu de confrontation directe. Mais cela viendra plus tard. Pour l'instant, Charlotte vivait avec l'absence de sa sœur, l'absence d'énergie, l'absence de sens. Elle apprit, à ses dépens, que le deuil n'est pas une étape à cocher sur une liste. C'est une présence permanente qui change de forme et ne disparaît jamais. Tout changea au tournant des années 2000. Lorsque François Ozon contacta Charlotte Rampling pour lui proposer le rôle principal dans Sous le sable, elle ne comprit pas tout de suite pourquoi le scénario la bouleversait à ce point. L'histoire semblait simple en surface. Une femme nommée Marie voit son mari disparaître subitement pendant des vacances à la plage. Pas d'explication, pas de corps, pas de preuve. Il s'est peut-être noyé, il s'est peut-être enfui, il s'est peut-être suicidé. Marie continue de vivre, mais elle aperçoit régulièrement son mari au loin, dans la rue, au supermarché, sur un banc. Elle court vers lui, le cœur battant, pour ne trouver que le vide. Charlotte reconnut immédiatement cette sensation. Cette incertitude permanente, cette présence fantomatique, cette obligation d'avancer comme si de rien n'était. C'était exactement ce qu'elle vivait depuis plus de 30 ans avec la mort de Sarah. Sa sœur avait été arrachée au monde de façon brutale, violente, puis enfermée derrière un mensonge familial. Il n'y avait eu ni deuil collectif, ni funérailles partagées, ni vérité dite à haute voix. Seulement le silence imposé, seulement l'ordre tacite de continuer comme si rien ne s'était passé. Dans le film, Marie voit son mari partout et nulle part. Elle le poursuit sans jamais l'atteindre. Ce n'était pas du jeu pour Charlotte. C'était de la mémoire pure. Elle dira plus tard qu'elle avait déjà vécu ces scènes dans sa propre vie. Ces aperçus fugaces, ces espoirs irrationnels, ce déni qui refuse de céder. Pour la première fois, le cinéma ne fut plus une échappatoire. Il devint un miroir implacable, un espace de confrontation directe avec l'absence. Grâce à ce rôle, quelque chose se débloqua. Le chagrin ne disparut pas, il ne disparaît jamais vraiment. Elle portait sa propre vérité à l'écran. Cette collaboration avec Ozon marqua le début de ce qu'elle appela elle-même sa seconde vie. Elle enchaîna avec d'autres films du réalisateur, Swimming Pool, Jeune et jolie, En guest, etc., explorant des personnages définis par l'ambiguïté morale, les blessures invisibles, les silences lourds plutôt que par le scandale pur. En parallèle, elle s'autorisa à redevenir visible, pas glamour, pas surjouée, mais simplement présente, vieillie, sans artifice. Les honneurs suivirent, nomination, prix, reconnaissance d'une nouvelle génération. Mais rien de tout cela ne changea le centre de gravité de sa vie. La perte restait au cœur de tout. Peu après la mort de sa mère Anne, le lourd secret que Charlotte portait depuis 1967 put enfin être libéré. Pour la première fois publiquement, elle raconta le pacte conclu avec son père, la décision de dissimuler le suicide de Sarah pour protéger Anne. Dire cela à voix haute ne supprima pas la douleur. Mais cela modifia radicalement son rapport au passé. Le secret cessa d'être une charge qu'elle portait seule dans son corps. Il devint une histoire partagée, une vérité dite. Elle entama alors une longue reconstruction avec son père, déjà très âgé. Ils parlèrent ouvertement de philosophie, de psychologie, de traumatisme intergénérationnel. Charlotte comprit enfin que Godfrey avait passé la plus grande partie de sa vie incapable d'aimer vraiment, parce qu'il n'en avait jamais reçu l'exemple. En s'occupant de sa femme après son AVC, il avait trouvé une forme de sens, une responsabilité qui lui avait donné un but. Elle ne romantisa pas cette prise de conscience. Elle ne répara pas magiquement ce qui avait été brisé pendant des décennies. Mais elle apporta du contexte, et pour elle, le contexte était une condition essentielle à la survie. Dans les années qui suivirent, elle continua de tourner, mais avec une économie nouvelle. Elle choisissait des projets qui résonnaient profondément, refusant ceux qui ne faisaient que remplir l'agenda. Elle s'autorisa aussi à explorer d'autres formes d'expression, la peinture, comme sa mère, l'écriture de textes introspectifs, la musique. L'art n'était plus seulement un métier, il devenait une boussole pour s'orienter dans une vie alourdie par la mémoire.
Alors que sa carrière retrouvait un second souffle, la vie privée fut frappée par une nouvelle épreuve dévastatrice. Son compagnon de longue date, Jean-Noël Tassé, journaliste et producteur, tomba malade. Il lutta contre un cancer pendant plusieurs années avant de s'éteindre. Cette fois, tout fut différent. Charlotte put vivre le deuil pleinement, publiquement, avec des rituels. Elle décrivit les funérailles comme cathartiques. Pour la première fois, elle se sentit entourée dans la perte, accompagnée plutôt qu'isolée par elle. Elle commença à parler ouvertement de vivre avec les morts. Non comme une métaphore poétique, mais comme une réalité concrète. Les êtres chers disparus, Sarah, ses parents, Jean-Noël, ne s'effaçaient pas. Ils restaient présents, sous une forme différente, dans les souvenirs, dans les silences, dans les choix quotidiens. Cette acceptation marqua un tournant majeur. Le chagrin n'était plus uniquement une ennemie à combattre. Il devenait un compagnon silencieux. Arrivée dans la soixantaine avancée, puis dans la septuagénaire et maintenant octogénaire, Charlotte Rampling ne cherche plus à se réinventer. Elle habite une forme de clarté tranquille. Elle vit à Paris, dans le 16e arrondissement, un quartier discret, élégant, marqué par la vieille bourgeoisie et la retenue. Son appartement duplex est à son image, raffiné sans ostentation, rempli de livres, de scénarios annotés, de photos anciennes, de toiles qu'elle peint parfois. Elle le partage avec son chat Joe, présence muette qui semble comprendre la solitude mieux que beaucoup d'humains. Ce n'est pas de l'isolement amer, c'est un retrait délibéré. Elle protège ce qui reste de sa résilience en limitant l'exposition. Elle travaille encore avec parcimonie, en choisissant uniquement des rôles qui la touchent profondément, des mères blessées, des femmes hantées par le passé, des figures de mémoire. Elle voyage quand c'est indispensable, puis rentre chez elle sans nostalgie pour l'agitation d'autrefois. Ses journées sont calmes, presque monotones en surface, mais lourdes d'une densité intérieure. Elle lit beaucoup, écrit des notes, réfléchit. Elle a parlé publiquement de sa dépression passée, la décrivant non comme une simple tristesse, mais comme un état, faire face devient impossible. La guérison fut lente, fragile, invisible pour le grand public. Elle survécut à cette non-vie, mais sans devenir optimiste béate. Elle gagna en clarté. Elle ne croit plus en la guérison totale, en la clôture définitive. Elle croit en l'art de composer avec la douleur, de la laisser exister sans qu'elle dicte chaque geste. Charlotte Rampling a toujours refusé les interventions esthétiques. Pas par militantisme, mais par refus du déni. Vieillir, pour elle, n'est pas un adversaire à combattre. C'est une preuve vivante d'une vie traversée. Son visage porte le temps sans excuse, les rides, les marques, les ombres. Elle incarne aujourd'hui des femmes façonnées par la mémoire, des mères endeuillées, des survivantes, des témoins d'un monde qui préfère oublier. Il n'y a plus de provocation gratuite. Il y a une gravité naturelle. Elle est revenue à la peinture, à l'écriture, à la musique, non pour se réinventer, mais pour continuer d'exister à travers d'autres langages. Ses projets ne visent pas le grand public. Ils existent parce qu'elle en a besoin. L'art est redevenu une nécessité intérieure, une façon de s'ancrer. La perte structure toujours son existence. Chaque absence, Sarah, Anne, Godfrey, Jean-Noël, reste vivante. Comme elle le dit, les morts ne vous quittent pas, ils vous accompagnent. Dans son cas, c'est littéral. Ils sont là, dans chaque silence, chaque regard, chaque rôle. Aujourd'hui, entrée dans sa 9e décennie, Charlotte Rampling n'entretient aucune illusion sur un bonheur retrouvé. Mais elle atteint une forme de stabilité. Elle se lève chaque matin, travaille quand l'énergie est là, se repose quand le corps le demande, avance sans prétendre que le passé a lâché prise. Sa vie est silencieuse, alourdie par la mémoire, mais choisie. Elle continue de tourner à l'international quand un projet la touche vraiment. Elle collabore avec des réalisateurs qui comprennent sa retenue. Elle rentre ensuite chez elle, dans son duplex parisien, auprès de ses livres et de son chat. Pas de drame quotidien. Juste une présence dense, une conscience aiguë du temps qui passe. Elle a appris que la force n'est pas toujours dans la victoire sur la douleur. Parfois, la vraie force consiste à apprendre à vivre avec elle, sans la fuir ni la laisser tout envahir. C'est une autre forme de courage, discrète, invisible, mais inébranlable. Aujourd'hui, Charlotte Rampling traverse sa 9e décennie avec une sérénité qui n'a rien d'idyllique. Elle vit, elle travaille quand cela a du sens, elle se repose. Elle porte ses morts avec elle, non comme un fardeau, mais comme des compagnons discrets. Sa vie n'est pas une success story triomphante. C'est une vie vraie, marquée, profonde. Pensez-vous qu'une existence construite autour de la perte puisse un jour se sentir totalement accomplie?
Ou bien est-ce justement dans cette acceptation de l'inachevé, dans cette danse prudente avec la douleur, que réside une forme de force plus authentique? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que cette histoire vous a ému, troublé, fait réfléchir? Si oui, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochains portraits de ces figures iconiques dont on raconte rarement le vrai visage caché derrière la légende. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent, vivants comme absents.